On parlait de street rap tantôt avant de commencer. Moi, le street rap, je l'ai connu via mes étudiants. Ah ouais. Ils m'en parlaient, ils étaient comme, c'est ça qu'on écoute. On écoute du Anima, du Tizo, du 514. parce que- Puis j'étais comme, il faut que je sache c'est quoi. Fait que Oui, c'est mon ça. devoir, c'était je m'installais avec une bouteille de vin le vendredi soir chez nous, puis je mettais ça, tu Wow. comprends? Tu sais, puis j'écoutais C'est ça. rare que souvent qu'il y a des gens qui écoutent ça avec une bouteille de vin. Là. Normalement, c'est un gros backwood. Je t'ai dit, j'ai pas... What's up, mon nom est Young Buddha. Cette semaine, je reçois un professeur de philosophie du hip-hop. Il est chroniqueur à ICI Première et auteur. Jérémy McEwen est avec moi. Bienvenue à Podcasquette. What's up, Jérémy, ça va? Allô, ça va très bien toi-même? Yes, ça va, ça va. Tout d'abord, là, je te demanderais de te décrire, de nous parler un peu de ton parcours en général. Je suis formé en philosophie, j'ai fait un bac puis une maîtrise, puis vers la fin de ma maîtrise, j'ai commencé à faire du rap avec Jeune Chili Chill dans Ok. un groupe qui s'appelait Nulci Découvert, NSD, qui existe toujours, mais je suis plus dedans. Puis donc, je faisais ces deux affaires-là, de la philosophie puis du rap, puis à un moment donné, ben, j'ai rejoint les deux bouts, puis j'ai fait philosophie du rap, puis c'est ça que j'enseigne au Cégep Montmorency maintenant depuis... ça va être la 5e année cet hiver que je le donne. Ok, quand même. Puis ça, ton cours, c'est un cours complémentaire, c'est ça? Oui, absolument. Parce que dans un cours normal, tu sais, quelqu'un, moi, ça que je dis, le monde y arrive en classe, je leur dis, aimer la philo, c'est secondaire, mais aimer le rap, c'est obligatoire. Wow, Parce que, tu sais, il y a du monde qui n'ont pas leur premier choix, mettons, puis là, ils débarquent dans ce cours-là, puis ils sont comme, ben, j'aime même pas ça, le rap. Je dis, ben, c'est Ouais. peut-être une idée d'annuler le cours. Ouais, clairement. Parce que ça prend ça. Tu sais, dans un cours obligatoire, d'imposer ça à tout le monde, ça aurait été un non-sens, parce qu'il y a plein de monde qui aurait fait comme, ben, je comprends la démarche, Ouais, mais je clairement, m'en crisse. Là, tu sais. Il y en a-tu que, mettons, t'as fait aimer le rap ou t'es fait... C'est arrivé que, tu sais, quelqu'un, je sais pas moi, il est vers la fin de son deck, puis là, il se dit, ça me tente pas nécessairement de lâcher. Je vais te faire run 2-3 semaines, je vais voir jusqu'à date d'abandon. Puis finalement, la personne reste, puis vient me voir vers la fin de la session, puis va me dire, j'ai appris des affaires, là, tu sais. Donc, sans nécessairement triper sa vie, va au moins avoir découvert quelque chose nice, que... tu sais, nécessairement, tout le monde sait que le rap, c'est important, mais tu sais, ça peut être mis à distance, puis c'est pas trop important pour moi. Puis là, ben, OK, oui, puis j'en comprends l'importance. Ouais, puis y en a-tu comme qui sont un peu vibe old head, vraiment hip-hop head, puis qui essaient de te reprendre, qui sont comme... Parce que, tu sais, le vibe des... Tu sais, dans l'hip-hop, c'est vraiment ça, là, autant les rappers que les connaisseurs de hip-hop, comme s'il y a une petite compétition de tout le temps, c'est qui le plus geek de hip-hop, là? Oui, ben moi, je te dirais, c'est le plus beau challenge de donner ce cours-là, c'est que, tu sais, bon, t'arrives en classe, moi j'ai presque 40 ans, j'arrive en classe, puis là, il y a du monde qui, tu sais, mettons, qui me teste là, les premières semaines. c'est Fait que là, je sûr. fais une ligne du temps, puis là, je dis, c'est quand est-ce que, tu sais, je commence quand l'hip-hop est né quand? Puis là, la session, je l'adore, cet étudiant-là, c'est devenu, je lui dirai pas son prénom, il veut peut-être pas, mais tu sais, genre, il me dit Run DMC. Puis là, je dis, non, tu sais, fait que là, je remonte 10 ans avant, 1973, puis là, je parle de DJ Kool Herc. Il y en a même qui disent que le rap serait né comme bien avant Oui, dans le oui, jazz. puis tout, tu sais, absolument. C'est tellement, justement, là, c'est Oui, geek, oui, là. oui, bien sûr. Fait que là, il y a cet aller-retour-là qui se fait, puis à un moment donné, vers la 3e, 4e semaine, à peu près 85-90% des étudiants comprennent que, tu sais, je suis pas débarqué juste de nulle part, Ouais, puis que clairement. je baigne là-dedans depuis un moment, puis je sais ce qui en retourne. La session dernière, l'hiver dernier, je le donne aux hivers, il y a un étudiant que tu sais, ça a été long, ça a été, mettons, à la 12e semaine. Là. Il était vraiment assis, les bras croisés, de genre, who the fuck are you, qui me parle de rap, jusqu'à la 12e semaine. Puis moi, j'étais, ben, j'ai pas le choix de respecter ça, tu sais, parce que Ouais, puis le rap d'aujourd'hui, ce jeune homme-là, il connaît mieux ça que moi. Fait que, à un moment donné, puis le déclic, tu sais, puis j'étais tellement content, là, il m'a souri là, pour la première fois. Nice. Vers la fin de la session, que la neige commençait à fondre, mois d'avril, tu sais, puis là, il est comme, OK, non, je respecte de là d'où tu viens, puis on avait établi un dialogue. Puis moi, c'est ça le but de cette affaire-là. Ben oui, Je suis c'est pas ça. là pour dire à quiconque c'est quoi le rap d'aujourd'hui, puis je me suis nourri de mes étudiants pour me mettre à jour. Là, tu sais, on parlait de street rap tantôt avant de commencer. Moi, le street rap, je l'ai connu via mes étudiants. Ah ouais. Ils m'en parlaient, ils étaient comme, c'est ça qu'on écoute. On écoute du Anima, du Tizo, du 514. Parce que... Puis j'étais comme, ben, il faut que je sache c'est quoi. Fait que Oui, c'est mon ça. devoir, c'était, je m'installais avec une bouteille de vin le vendredi soir chez nous, puis je mettais ça, tu Wow. comprends? Tu sais, puis j'écoutais C'est ça. rare que souvent qu'il y a des gens qui écoutent ça avec une bouteille de vin. Là. Normalement, c'est un gros backwood. Je t'ai là, dit, tu sais. j'ai pas... ben, regarde, écoute, Mathieu, moi, je suis né sur le plateau Mont-Royal, j'ai presque 40 ans. Tu sais, Ouais. j'essaie pas de cacher qui je suis Ben non, c'est là-dedans. ça. Fait que, ben oui, moi, j'aime ça, boire du vin en écoutant C'est du rap, c'est parfait, mon c'est le style, fun, mais là. après ça, bon, ça m'arrive autrement de boire En fait, autre chose. Ça prouve que c'est, au final, c'est pour tout le monde. Tu sais, puis que n'importe quel type de personne peut tomber dans le rap et trouver son... Oui, ben son moi, compte. tu sais,
moi, j'ai un collègue, mettons, qui me dit OK, je veux faire un truc d'éthique. Là, t'as-tu une... Puis là, il me donne en gros là, ce qu'il veut faire comme examen final dans son cours d'éthique. J'ai envie de tester ta méthode, là, ou en tout cas d'importer un peu ta méthode dans mon cours. Fait que là, je dis OK. Fait que là, finalement, je trouve une tune de Manu Militari. Il fait ça comme examen final parce que c'était, je me souviens plus c'était laquelle, là, mais c'était une tune, je pense que c'était Ryan, là, l'histoire de le soldat, puis le terrorisme, puis tout ça. Tu sais, comment est-ce que, à un moment donné, voir l'autre côté de la médaille, puis tout ce genre de choses-là. Puis ses étudiants ont embarqué, puis ce monsieur-là, lui, je peux le nommer, il s'appelle Benoît, il a 55 ans, là, tu sais, fait que vraiment, là, il est comme, OK, ben moi, je t'intéresse. Fait qu'il y a du monde que ça a ramené, puis ça... C'est juste, puis c'est Benoît qui dit ça, mon collègue Benoît Mercier, il dit, ben quand il faut aller chercher la culture là où elle est, tu veux parler, tu veux faire de réfléchir à propos de la société contemporaine, ben il y en a de la culture contemporaine. Si tu veux mettre la culture contemporaine à un bras de distance, ben tu vas mettre ta compréhension du monde à un bras de distance également, puis... Moi, je le vois de plus en plus de même. C'est oui, j'adore le rap, mais c'est aussi, j'adore comprendre le monde dans lequel je vis, tout simplement. Puis nécessairement, en ce moment, au Québec, comme partout dans le monde, le rap, c'est la musique pop. Là, c'est ça. Là, mais ça fait pas longtemps, c'est ça l'affaire aussi. C'est comme si on avait eu du retard. Puis là, ben, moi, je suis arrivé avec mon idée là, de philo du rap au moment où tout ça est en train de... Il y a comme le jello, il a pris, tu sais. Puis je m'en réjouis tellement. Tu sais, j'ai l'impression que, je sais pas, moi, quand on sortait nos premières affaires avec Nul s'est découvert en 2005-2006, là, le rap, c'était encore de la musique underground. Surtout en 2000, ce moment-là était étrange au Québec. Là, en plus, c'était ça. Il y avait comme eu le premier âge d'or. Puis là, c'était comme, c'est quoi le rap maintenant? Puis là, c'était Omnichrome. C'était très Word Up, tu sais. Oui, ben même pas. Avant, c'est juste avant, c'est ça. Word Up, c'est 2009. Oui, c'est vrai, ouais. Fait qu'il y avait eu une espèce... Il y a vraiment eu ce qu'on appelle un creux de vague, là. Puis je pense à juste titre. Moi, je suis arrivé avec mon band dans ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'on a eu un peu de présence médiatique. Oui, mais... Bon, j'en ai bénéficié. Ben oui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe en ce moment. Ah, il y a ces dudes-là, what the fuck is that? On va les booker dans des shows. Puis ça m'a permis de savoir c'est quoi être sur un stage avec un mic puis de manquer de souffle. D'avoir une vraie expérience de c'est quoi faire ça. Puis de respecter l'art que c'est puis la technique respiratoire que ça demande. Là, un flow, pour moi, puis j'en parle dans mon livre, le flow, ben, c'est lié à la respiration. La respiration, c'est lié à l'âme de quelque chose depuis une longue tradition philosophique que je ne vais pas tout détailler ici. Mais il y a comme une espèce de respect de l'âme du hip-hop, c'est le souffle. Puis moi, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Autant dans la danse même, c'est le souffle est très important. Là, and running away from cops quand tu as fait un graphe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait penser que le hip-hop a vraiment une valeur philosophique, là, au même titre que tout le reste, en fait? Je te dirais que... Bon, par quel bout je prends cette question-là? C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a les 4 arts, là, puis moi, je respecte beaucoup ça, qu'il faut parler du graffiti, il faut parler du break, il faut parler des DJ, puis que les DJ étaient plus importants au début. Bon, que ça soit multifacette, d'abord. Puis ensuite de ça, qu'il y ait des... Bon, d'abord, on peut parler d'Africa Bambaataa, là, Peace, Love, Unity and Having Fun. Là. Fait que là, tu sais, tu as 4 éléments, puis tu as 4 forces constitutives. Tu mets tout ça ensemble, ça devient un mouvement. Puis c'est pas n'importe quelle forme artistique qu'on parle d'un mouvement. Fait que donc, il y a quelque chose de très philosophique là-dedans. C'est un mouvement artistique. Ensuite de ça, le fait que ce soit parlé ou que ce soit... Bon, parler, on peut débattre à quel point c'est parlé, mais il y a un aspect rhétorique extrêmement fort. Donc, on a constamment l'impression, puis moi, je pense à Enema, qu'on écoutait juste avant de commencer, je l'écoute rapper, puis j'entends une voix prophétique. Il y a comme une espèce d'annonciation, une volonté... Même l'effet qui est comme un peu surélevé, puis tout qui est dans sa voix. Fait qu'il y a comme... Il y a quelque chose proche du preacher, là, du rappeur sur scène. Fait que, bon, tous ces éléments-là, puis là, je pourrais continuer longtemps comme ça, là, mais il y a comme toutes sortes de choses qui font... Puis, oui, le hip-hop, mais ça le dit, un metalhead pourrait faire la même chose puis dire que c'est philosophique. Pour moi, tout est philosophique. La table sur laquelle on est à côté présentement peut être philosophique. L'eau, c'est incroyablement philosophique. Le premier philosophe, c'est Thalès de Milet. Qu'est-ce qui constitue l'univers au complet? C'est l'eau. Puis juste de respecter l'eau, parce qu'on serait toutes pas là s'il n'y en avait pas. Drink more water. Ensuite de ça, Titanic hier soir à la télévision. Bon, ben, l'eau qui devient tellement... Bon, il y a comme une espèce de... On peut faire ça avec n'importe quoi. Moi, ça donne que le rap, je trouve qu'il y a de ça plus, presque. C'est sûr que j'ai un biais, mais j'encourage, puis j'en parle souvent. J'ai parlé du métal, c'est pas pour rien. J'ai un collègue qui tripe sur le métal, puis je dis... Moi, à un moment donné, là, je vais passer à autre chose dans ma vie par rapport à ce cours-là. Prends la relève puis fais-le avec le métal. Là, parce que fuck, là, le nihilisme, c'est ma vision complètement de quelqu'un qui connaît rien dans le métal, mais certainement, ça serait un point de départ. Puis c'est toutes sortes d'autres affaires. Ouais, puis au fond, honnêtement, les styles qui sont comme marginaux comme ça, comme le punk, le métal, c'est jamais très loin du hip-hop. Pour moi, c'est tout un peu...
le même game, tu sais. C'est des gens qui sont contre les systèmes, les standards imposés, puis tout, puis qui font juste genre, essayer de ressortir de ça. Là. Ben, tu parles du punk, puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce qu'il y a vraiment des ponts intéressants à faire, ne serait-ce que par l'histoire. Là. C'est-à-dire, tu sais, bon, New York, 1977, il y a la soirée hip-hop dans le Bronx, puis il y a la soirée punk dans le Lower East Side. C'est quand même pas si loin que ça. Puis Rick Rubin, il fait les deux. Il fait les deux. Tu sais, il y a comme une espèce de compréhension de... Ouais, tu sais, mais puis encore aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment fou, là, c'est qu'il est encore là, puis il est encore pertinent. Là. Tu sais, moi, je me souvian de tomber sur des photos de lui avec Kate Renada sur Twitter il y a une couple d'années, puis j'étais comme, oh shit, Kate Renada, tu sais. Fait il y a comme une espèce de... Puis moi, je m'inscris là-dedans, dans le sens où, ben, c'est la ligne de métro numéro 1, là, ben, tu peux faire tout ça, là, à New York. Fait qu'il y a comme un lien entre le punk puis le hip-hop qui est tellement fort. On parlait de mosh pit tantôt, le mosh pit dans les shows de rap. Ben, il y a comme, tu sais, il y a quelque chose qui se touche là-dedans. Puis moi, j'ai passé énormément de temps avant de me plonger dans le rap à m'intéresser au punk. C'est ça que j'écoutais. Moi, j'écoutais NWA, j'écoutais Fuck the Police, puis j'écoutais Punk is Dead de Crass. J'étais comme, c'est la même affaire. Il y a comme une espèce de fuck. C'est sûr, évidemment, après ça, la question raciale s'applique beaucoup moins dans le punk. C'est clair. Mais c'est encore drôle parce que je découvrais récemment, j'en parlais dans un article dans la presse, le afro-punk. C'est tout un mouvement qui dit que ben, le rock, c'est né dans la communauté afro-américaine et donc le punk peut être vu comme une culture noire. Fait qu'il y a comme une espèce de wow, ça flippe l'affaire. C'est un documentaire magnifique disponible sur YouTube. Ça s'appelle Afropunk, tout simplement. C'est sorti en 2003. Là. Écoutez ça, c'est une heure et quart très, très bien investie. C'est une amie DJ à moi qui s'appelle Gaillance. Ben oui, shout-out à Gaillance. Absolument, elle fait un beau travail. Ouais. Mais justement, on parlait du Québec, puis on a un peu effleuré en disant que c'était un peu en retard. Pourquoi tu penses qu'on est autant en retard? Qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, maintenant, avec la technologie, tout, c'est quoi la raison? Là? Ben bon, OK, les États-Unis d'abord, puis tout de suite après, Paris, là, tu sais, ça a été comme les deux centres névralgiques. Puis j'ai l'impression que, tu sais, si on était en Azerbaïdjan, peut-être qu'on dirait aussi... On n'est pas encore... Tu sais, c'est juste que le fait que ça peut pas partir aussi fort partout en même temps. Fait que années 70, années 80, les États-Unis, années 90, la France, tranquillement... Bon, ben les années... Quand même, il faut le dire, le Mosaïne sans pression, c'est quand même 99. Là, fait qu'il y a eu cette première poussée-là. Ensuite, le ralentissement... Je le sais pas, sincèrement, c'est quoi qui s'est passé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de résistance de décideurs dans les médias. Je vais pas commencer à nommer de stations de radio à part c'est quoi, mais c'est quoi dans le temps? Il était crétin, là. Il y avait un directeur, paraît-il, j'ai pas fait de grandes recherches sur la question, mais il y avait un directeur qui refusait systématiquement n'importe quoi qui était du rap. Wow. Fait que, tu sais, si t'as pas... Tu sais, au niveau des décideurs, comme la disque, tu sais, on a l'exemple cette année, là, le numéro d'ouverture, 100% hip-hop, il y a quelque chose de... Ça prend mais hip-hop blanc, tu sais. En effet, ça, c'est une autre question, puis c'est un problème, certainement. Oui, non, parlons-en tout de suite après, mais il y a quand même une espèce de changement de paradigme où des décideurs se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix d'avoir ça dans leur proposition culturelle, que ce soit à la radio, à la télé. Tu sais, je regardais spectacle bénéfice de nanana, puis là, il y a comme des noms que tout le monde connaît au Québec, et Corias. Il va tout le temps y avoir un rappeur dans ce genre d'événement-là, au moins parce que... Mais c'est parce qu'il faut. Sinon, à un moment donné, tout le monde qui a moins de 30 ans va dire « Ben fuck ton événement, je m'en fous. » Puis c'est se fermer les yeux sur la réalité. Là. C'est complètement absurde. La question du rap blanc plus présent à la disque, c'est la prochaine étape pour moi. Là, parce que comment ça se fait? Tizo qui réussit à aller chercher le prix de la SOCAN, je me dis « Ah, ben là, c'est des postes de décideurs qui ont décliqué. Bravo à la SOCAN. » Après ça, comment ça se fait que Tizo, il n'était pas à la disque? Est-ce que c'est lui qui s'est pas inscrit? Est-ce que, whatever, y a-tu pas besoin? C'est très possible. Ça se peut qu'il voit ça comme j'ai pas besoin de m'inscrire. En fait, moi, là, ce que souvent, ce qu'on m'a dit, ces gars-là, ils disent souvent que personne leur a jamais, ces médias-là leur a jamais donné de love. Puis là, c'est comme si maintenant, c'est eux qui gagnent plus à les avoir que les artistes. Parce que les artistes, sans aucune couverture médiatique, ont des meilleurs stats que la majorité des artistes mainstream. Autant Marimé, Safia Nolin, whatever, ils se font tous démolir selon les stats, comme YouTube. Fait que t'es comme... Il y a de quoi d'étrange. Est-ce que tu penses que, mettons, le Québec est juste pas prêt au street rap? Genre, c'est comme... Ben moi, j'avais entendu Jekyll dire « ça pognera jamais ici, le street rap ». Là, je me souviens plus dans quelle entrevue c'était. Là. Je pense que c'était le truc à Olivier Arbourmas dans son documentaire. Elle disait « oubliez ça, ça pognera jamais ici ». C'est un point de vue qui se défend certainement, parce que c'est Jekyll qui le dit et c'est sûr que ça se défend. Mais pour moi, je pense que juste le premier album officiel de Tizo, ça va être sur Joyride Records. Puis Joyride Records va l'inscrire à la disque puis il va être nominé. Fait que moi, j'ai l'impression que
le contraire est impensable dans mon esprit. Fait que j'ai l'impression que c'est comme une autre étape qui va se faire. En tout cas, j'ose espérer que ça va se faire parce que j'ai eu la même réaction que toi en le voyant. J'étais comme, mon Dieu, une chance que Sarah May est là. Il y avait comme une espèce de... Ouais, OK, là, tu sais, bon, Soulja aussi, il faut le dire, qui fait du street rap. Ouais. Mais il y a comme un... Tu sais, c'est tranquillement, pas vite. Bon, mais c'est ça. Il y avait ces deux-là qui représentaient quelque chose d'autre que le rap que j'adore. Par ailleurs, c'est des amis. Tu sais, je vous Maybe Watson, je le côtoie depuis 15 ans. Là, j'adore À la claire ensemble, Charlotte. Mais ça prend le reste aussi. Ça prend le reste aussi. Puis, penses-tu que c'est comme nous qui doivent être plus ouverts d'esprit ou les rappers qui doivent s'attendrir, tu sais? Non, il ne faut certainement pas que le rap s'attendrisse. Moi, j'avais rencontré un chercheur, il était au Northeastern University, il s'appelle Murray Foreman, qui est un peu un modèle pour moi de chercheur dans les hip-hop studies. Puis il disait la chose suivante en conférence, « Rap is dangerous. Rap must remain dangerous. » Il y a quelque chose de... Si le rap est plus dangereux, c'est un problème. Parce que, Calice, c'est une culture de rue. Là. À un moment donné, tu peux pas juste sacrer ça complètement à côté. Non, ensuite de ça... qui fait que c'est thriller. Ben oui, exactement. C'est real, c'est comme ça se passe pour vrai. Mais après ça, qu'il y ait du rap, qu'on appelait à l'époque du rap champ gauche, là, mais qu'il y ait du rap weirdo, tant mieux aussi. C'était ça qui était défendu par ben du monde dans ces années-là, en 2006. C'était comme, est-ce qu'on a le droit de faire du rap weirdo, faire autre chose? T'sais? Puis moi, j'en étais, je le défendais énormément. Puis je pense qu'il y a eu c'est allé très fort dans cette direction-là. Puis là, depuis 2 ans, là, quand même, il y a comme une espèce de, OK, c'est cool, le rap weirdo, mais on est peut-être allé trop loin dans ce sens-là. Fait que c'est un retour de balance. Ouais, parce que comme pas mal le rap qui pogne le plus au Québec, ça va être le rap ludique, là, à la classe ensemble, les anticipateurs, whatever. Même si les anticipateurs, ils sont plus sur le côté quand même street, ils sont quand même drôles, c'est ça qui fait le fondement. Penses-tu que le Québec est juste voué à tout le temps être comique, parce que c'est ça qu'on a partout des humoristes? Ouais, ben le côté comique, il revient souvent, là, effectivement. Il faut que ça soit funné pour que ça passe, là, mais tout le côté... moi, j'ai eu une grosse réflexion par rapport à ça, puis j'avais l'impression que, on peut-tu... fuck le deuxième degré, là, tu sais, puis juste, on peut-tu juste parler pour... Est-ce qu'on est obligé constamment de mettre un chapeau de clown pour commencer à faire passer un message? Non, c'est ça. Non, tu sais, on a le droit d'être sérieux aussi dans la vie, tu sais, puis c'est sûr que, bon, le cheval de Troie pour faire passer un message, je comprends ça, là, tu sais, c'est-à-dire, dans mon cas, par exemple, passer par la culture populaire pour mener vers la philosophie, c'est juste que de la philosophie straight up, pure, dry, entre guillemets, faudrait pas que ça disparaisse non plus. Là, j'avais une discussion dans un souper il n'y a pas longtemps à propos de... Il y a une exposition à Montréal en ce moment sur Vincent Van Gogh. C'est-à-dire, on prend les œuvres de Van Gogh puis on les projette sur des immenses... Bon, machin, c'est immersif, c'est à la mode. Mais oui. C'est le mot qu'il faut utiliser. Immersif gang. Exact. Fait que là, il y a comme... Puis là, moi, ce que je disais à mon ami, c'était que, oui, je veux bien, mais il faudrait quand même pas oublier d'aller au musée Van Gogh à Amsterdam pour voir les œuvres. Tu sais, voyons, le tournesol, là, il n'est pas si gros que ça. C'est 1 mètre par 75 cm à peu près. Puis contempler cette œuvre-là, tu n'as pas besoin d'être écrasé par le tournesol pour vivre le tournesol. Clairement. Fait que si ça amène les gens, si le cheval de Troie amène vraiment à la vraie patente, fine. Si on se limite au cheval de Troie, il y a un problème à mon sens. Puis il y a clairement une division tout le temps. Là, on en parle là, comme ça, entre le street rap et comme le reste du rap. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à un moment qu'on va juste parler de rap? Ça serait souhaitable. Ça serait certainement souhaitable. C'est sûr qu'après ça, médiatiquement, les gens aiment ça catégoriser. Là. Ça fait assez longtemps que je traîne dans les milieux médiatiques pour le savoir. Puis c'est le fun de regrouper tout ça. Puis je me souviens, je parlais à une collègue à vous de CISM, Catherine Gay, qui disait, OK... c'est cool le street rap, mais ils doivent-tu être tannés, les gars qui font du street rap, de répondre à des questions par rapport à la vente de drogue puis au proxénétisme? Est-ce qu'on peut leur parler de leur musique, technique oratoire, mettons, là, ou leur flow, ou leur beat? Mais même les gens, les artistes de l'autre milieu, du rap comme traditionnel, coriace, whatever, ou même des gars de Dead Obies, quand ils sont invités sur des gros plateaux, tout le monde en parle, mettons, ils parlent pas de leur musique. T'sais. Ils sont allés parler de féministes ou sont allés parler de franglais. Il n'y a pas eu de... Fait que c'est comme le rap, à la limite, on veut presque pas en parler. Ça a changé. Ça a changé. Loud, il est allé parler de rap. Ouais, Loud, il n'y a pas d'autre chose que je suis un rappeur qui remplit le Centre Bell, deal with it. T'sais, fait qu'il y a comme un... Ah ouais, OK, c'est possible. On peut mettre... Parce qu'on n'a pas le choix. La tentation de le faire passer par autre chose, pour c'est pas juste... ça s'applique particulièrement, parce que je suis d'accord avec toi, là, beaucoup au rap, mais ça s'applique à plein d'autres affaires. OK, un artiste, ça rime à telle cause, on l'invite pour parler de la cause non de son dernier film. Ou, des affaires. Fait que ça, c'est une game médiatique. Puis aussi parce que, j'y pensais récemment, là, c'est comme si...
les médias veulent parler de la même affaire, mais avec un angle différent. Ouais, Il y a tout le genre. temps, ah oui, bon, ce papier-là, on a déjà parlé de ça 50 fois, mais cette fois-ci, c'est avec l'angle Ouais, de c'est ça. ça. Tu sais, parce que, ben, à un moment donné, il faut qu'ils publient des papiers à tous les Ouais, hosties de c'est jours. ça, c'est ça le Fait qu'il y a problème. comme un tu sais. Puis est-ce que tu penses qu'il y a l'âgisme aussi fait partie de toute cette division-là? Tout, comme, on est tellement là-dedans sur les réseaux sociaux des deux bords, là, c'est avec le hockey boomer, puis tout, c'est tout le temps la guerre. T'sais. C'est ça qu'on vit quand même dans le rap au Québec aussi, tu penses? Moi, je te ramènerai à ce qu'on disait au début. À la semaine 1 de mon cours, oui. On est là, forcément, là, c'est le prof puis l'étudiant. C'est juste qu'il y a moyen de le déconstruire. Pour moi, c'est tellement important. Bon, j'ai 40 ans, quand je travaille, quand je parlais de Philo Pur, là, je travaille avec Serge Bouchard à radio, il y en a 75. C'est ça. Puis j'ose espérer que ça peut aller chercher aussi quelqu'un de 20. Fait que moi, l'intergénérationnel, je trouve ça immensément important. Fait qu'il y a comme une espèce de... Soit tu te dis « OK, boomer » puis tu pitches tout dehors. Puis tu oublies c'est qui Robert Charlebois. Puis pour moi, tu peux pas comprendre... Tu fais la même erreur. Tu es en train de mal comprendre c'est quoi le Québec. Si tu comprends pas Robert Charlebois, tu es en train de passer à côté d'une compréhension du Québec d'aujourd'hui, pas juste les années 60 puis les ultra moderne. Ben c'est ça, c'est super pertinent. En fait, c'est presque un rapper dans plein de ses tracks. En plus, pour vrai. Exact. Fait que moi, les générations qui se parlent pas, c'est un cheval de bataille que j'ai, là, que je trouve ça tellement important de se dire, Calice, on est tous jeunes tant qu'on n'est pas morts. Il y a quand même... Il y a quelqu'un qui quelqu'un qui est mort en 1500, lui, il est vieux. Là. Mais quelqu'un de 75 ans est extrêmement jeune. Ben oui. Il est là, Il fait qu'il y a comme un... C'est juste s'il veut être jeune, en fait. En même temps aussi, il y a aussi du vouloir, là, tu sais. Absolument. Puis moi, j'y pense beaucoup dans ma pratique d'enseignement. C'est-à-dire comment rester jeune dans mon enseignement, puis comment ne pas devenir le vieux prof plate qui fait juste s'asseoir sur ses affaires. Puis c'est pas facile, mais il y a moyen d'y travailler. Il y a moyen d'y travailler puis de dire... OK, ce que j'enseignais, puis j'étais sûr que c'était le bon point de vue sur la chose, j'ai eu tort, je le change. Il y a moyen de faire ça. Il y a moyen de se remettre en question à 40, puis j'ose espérer à 50, puis jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'autrement, ça sert à quoi? Là? On trouve nos positions fondamentales à 22, puis on les répète jusqu'à notre mort. Il y a de quoi d'absurde là-dedans. Il y a de quoi d'absurde, puis il y a un manque de sens de la communauté. Si tu rentres en dialogue avec quelqu'un, tu te dis « Ah, c'est pas exactement comme ça que c'est. » Puis en plus, non seulement tu es en train de te remettre en question, tu es en train de faire un lien avec quelqu'un. Ah, cool, tu sais. Le changement, c'est quand même la base de tout. Fait que d'accepter de changer, puis de se remettre en question, puis de créer des communautés toujours renouvelées, c'est inévitable, ou ben ce serait triste de l'éviter. C'est clair. On parle de communauté un peu. Est-ce que dans ton cours, tu parles un peu justement du sentiment communautaire dans le rap et à quel point c'est ça les fondements, là, souvent? Là, tu vois, je donne mon premier cours. Là, tu me réchauffes pour mon premier cours de la session dans 10 jours. Mais à mon premier cours, la première affaire que je fais, c'est que je demande à mes étudiants de faire un shout-out à quelqu'un. OK, wow. Fait que, parce que bon, il y a la reconnaissance, il y a de quelque chose de plus grand que soi, ou de quelqu'un qui nous a aidés, puis etc. Puis, à un moment donné, il y a un étudiant, puis ça fait une couple de fois que je parle de lui en entrevue. Je sais pas s'il m'a déjà entendu, mais s'il m'entend, salut mon cher, rigole bien, je t'aime beaucoup, tu le sais, parce qu'on a comme ri de ça dans le reste de la session. Il dit j'aimerais faire un shout-out à Dieu. Puis là, je dis OK, puis t'es-tu croyant? Il dit non, pas pantoute. Fait que là, je dis c'est la seule mauvaise réponse. C'est la seule mauvaise réponse, c'est de faire un shout-out à quelque chose qui te représente pas. Puis, bon, t'as la reconnaissance, puis t'as la représentation. Il faut qu'il y ait quelque chose. Fait que donc, ça crée tout de suite une communauté. Moi, j'enseigne à Laval, mais j'habite à Montréal. Fait que là, il y avait du monde qui me faisait des shout-outs à Sainte-Rose. Il y avait du monde... Fait que j'ai comme découvert le territoire lavallois à travers ces shout-outs-là. Puis après ça, il y a du monde qui habite dans Saint-Michel qui font shout-out la 67. De toutes sortes d'affaires comme Maintenant, ça. Maintenant, c'est tout ça. C'est avec les lignes d'autobus qu'on représente. Là. Exact. Fait qu'il y a comme ça crée un lien super fort, puis ça réfère au territoire, évidemment, qui est super important dans le rap. Fait que oui, à travers le cours, la communauté hip-hop vit un peu plus, en tout cas, j'espère. Le rap, tu sais, souvent dans les stéréotypes, on parle de cette violence, de sexisme, puis tout. Est-ce que tu penses que le rap est fondamentalement misogyne? T'sais? Est-ce que c'est inévitable ou presque? Là? Je pense que la société occidentale est fondamentalement misogyne, qu'il y a un problème depuis 8000 ans en Occident par rapport à ça. Fait qu'il faut, oui, remettre en question la misogynie dans le rap, certainement pointer. Moi, je veux dire, je fais écouter Fuck the Police dans mon cours, mais après ça, je parle de la tune A Bitch is a Bitch aussi. Il y a un problème grave dans cette tune-là. C'est dégueulasse. Puis non seulement ça, c'est juste la musique. Non, c'est pas seulement la musique. Dr. Dre a battu une femme sauvage.
sauvagement, elle s'appelle Dee Barnes. C'est vrai, tu sais. Bon, c'est ça. Fait que de pointer ces choses-là, c'est la première étape. De pas se gêner, de dire « Fuck the Police », c'est une œuvre géniale de remise en question du contrat social. A Bitch is a Bitch, c'est un déchet de musique. Définitivement. Fait que, bon, d'abord faire Wow, ça, word. puis ensuite, mettre de l'avant des rappeuses, là, tu sais. Je Ouais, veux dire, c'est ça. au Québec, ça commence... Moi, à chaque fois que je peux parler de Sarah May, je suis super content parce qu'elle est en train de prouver que le rap féminin aussi est prêt au Québec, puis qu'on peut pas dire que non, c'est pas assez bon, puis je sais pas trop quoi que Steve Jolin il avait dit en entrevue. Là. C'est impossible. Là. Non, on peut plus dire ça. Non. Fait que donc, de mettre... Tu sais, moi, je parle de Lauryn Hill, dans mon cours, je parle de Roxanne Shante, je parle de Queen Latifah, tu sais, je parle de Big Freedia, dont on parlait avant de Missy commencer. Elliott, là, Ben oui, puis juste de mettre ça de l'avant, tu sais, puis il y a un clip que j'adore, c'est quoi la tune de Salt and Pepper, dont je parle aussi, mais à un moment donné, Salt and Pepper sont assises dans des chaises longues sur une plage, puis il y a un dude qui passe devant eux, puis là, le dude, il se déshabille, puis il monte ses fesses à la caméra, tu sais. Fait que moi, je mets ça en classe à l'écran. Parce que ça suscite une réaction parmi les étudiants, évidemment, qui sont comme « what the fuck ?» Je dis « ben là, le clip qu'on a écouté juste avant, c'était exactement la même chose, mais c'était une fille qui le faisait. » Fait que l'objectivation, je veux bien, mais qu'elle se fasse des deux. Fait qu'il y a des discussions super intéressantes à propos de la misogynie dans le rap. Ensuite de ça, vis-à-vis de la misogynie plus large de la société, qui est au cœur de mes préoccupations puis de mon cours, tout à fait. Si le rap est fondamentalement misogyne, ben, il l'a été très longtemps. Mais aujourd'hui, ben là, je veux dire, Lizzo puis Cardi B, c'est pas mal les boss, là. Fait que si Cardi B, c'est pas mal la meilleure rappeuse. En fait, ce que je déteste, c'est qu'on va diviser, justement. Là, je l'ai fait sans même vouloir. C'est comme de pas parler juste des rappeurs, on va dire la meilleure rappeuse, tu sais, parce que là, c'est des filles, ils ont comme leur propre division, tandis que tous les autres rappeurs du monde sont dans un... Tu sais, les gars sont juste dans un grand bac, tu sais. J'ai une amie journaliste qui s'appelle Martine Saint-Victor, que j'aime beaucoup, qui me soulignait que dans une critique de rap féminin, on disait toujours rap féminin dans les années 80-90, tandis que, puis c'est elle a comme fait un espèce de répertoire des critiques de Cardi B, puis on parle d'elle comme rapper. On commence à enlever cette étiquette-là. Dieu merci, là, on peut-tu... C'est complètement absurde. Ben oui, tout à fait. Comment, justement, on fait pour, mettons, promouvoir le rap en étant autant loin de ses valeurs comme, je sais pas, les plus mis à l'avant, genre la violence puis tout le reste, comment qu'on fait pour assumer tout ça, là, t'sais? Ben moi, souvent, je vais présenter... je te donne l'exemple de Tupac, qui est pour moi le philosophe du rap indépassé et indépassable. Pour moi, c'est Platon. Là, wow. Il y a comme un... Puis, là, je présente la vision du monde de Tupac, particulièrement vers la fin de sa carrière, après qu'il soit allé en prison, après qu'il ait lu Machiavel, après qu'il ait endossé le surnom Machiavelli, puis tout ça. Okay, oui. Puis, Machiavel, c'est pas du tout comment moi je vois le monde, clairement, ouais. Mais c'est cohérent. Ouais. Fait que là, ce que je vais faire avec mes étudiants, puis ce que je fais dans mon livre, c'est de leur dire, ben écoutez, voici la vision du monde où tu essaies de t'imposer sur un territoire et de le dominer le plus longtemps possible. Moi, je m'en crisse de ça. Je suis dans une salle de classe, je suis pas en politique. Là, ça m'intéresse pas de dominer un territoire le plus longtemps possible. J'espère. Cela dit, ben, si tu veux dominer un territoire le plus longtemps possible, voici comment tu dois faire. Puis Machiavel, il y a des excellents conseils pour le faire. Puis Tupac a lu ça, puis il a dit « Hey, that's me! » Fait que donc, de exactement respecter... le Thug Life. Là, puis Enema, c'est la même affaire. J'ai écrit un article sur lui dans la revue Liberté il y a 1 an à peu près, puis j'étais comme, OK, donc, dans tes tunes, puis c'est ce qu'il me disait en entrevue, il disait, oui, effectivement, dans tes tunes, tu instrumentalises autrui, puis tu veux pas montrer des sentiments parce que les sentiments représentent la faiblesse. Il me dit, oui, effectivement. Ben, tu sais, le no-feeling, là, il est quand même... C'est pas juste dans... Tu sais, ça représente une posture philosophique partout dans nos sociétés. Donc, c'est important d'en parler et c'est cohérent de voir le monde de cette façon-là parce que c'est pas le seul. Si t'écoutes The Wolf of Wall Street, c'est exactement la même affaire. C'est juste que c'est DiCaprio, c'est pas Enema. C'est ça. Fait que bon. C'est comme un monde fantastique, beau, blanc, propre. Ben oui, voilà. Puis c'est Wall Street. Fait que tout est parfait parce que tout le monde a de l'argent là-dedans via ses fonds de retraite. Puis c'est un autre problème. Fait que là, bon, de présenter ça, puis particulièrement quand je parle d'Enema, parce qu'Enema, j'en parle pas seulement dans mon cours sur le hip-hop, j'en parle dans mon cours d'éthique. Je suis comme, c'est quoi l'éthique d'un proxénète? Allons-y, on va voir, puis là, on écoute For the Law, puis je représente ce que j'ai fait dans cet article-là. Puis, tu sais, là, je le présente, lui, je dis, puis après ça, on va voir un point de vue de prostituée, je leur fais lire, putain de Nelly Arcan. Fait que juste de faire comme, OK, voici les 2 affaires. Wow, c'est vous autres. C'est vous autres. Comme, puis pendant que je présente Enema, les étudiantes, évidemment, plusieurs étudiantes sont comme,
je suis pas sûr, là. J'aime pas vraiment ça. Je dis, attends une minute, là, dans 2 semaines, on va flip l'affaire. Puis ce que j'essaie de faire, c'est juste de garder, parce qu'à un moment donné, quand ça peut arriver, là, des fois, là, ça m'est arrivé, Chris, ça arrive à tous les profs. Il y a un étudiant ou une étudiante qui fait comme, you know what, c'est fini, je t'écoute plus jusqu'à la fin. Fait que c'est de retenir l'affaire juste assez longtemps, puis après ça, présenter l'autre affaire, puis de dire, c'est à vous de me présenter votre point de vue par la suite. Moi, ça m'arrive souvent en classe parce que tous les profs de philo, oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puis je vais dire, regarde, moi, l'éthique du proxénète, c'est pas même avis non plus. Puis je me reconnais pas là-dedans. Toutefois, j'ai l'impression qu'il prend certains traits de la société nord-américaine, certainement, puis il fait juste les grossir énormément, puis ça m'aide à mieux comprendre le monde. Ben oui, c'est vrai. Pour toi, c'est qui le rappeur le plus philosophe, mettons? At large, Tupac pour moi vraiment est indépassable parce que il en est mort là, il y a quand même cette espèce de il est mort de sa philosophie. Moi c'est vraiment comme ça que je le vois, il l'a endossé jusqu'à comme Socrate, comme Jésus, comme c'est vrai, c'est comme il y a comme une espèce de puis de le comprendre comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme bon, tu sais, de respecter. C'est quand même un révolutionnaire, là, tu sais. Oui, puis, tu sais, il était vu. J'ai une amie qui prépare un film sur. Je pense que c'est le beau-père à Tupac qui était impliqué dans. C'est fucking rare, ça. Des centres communautaires à New York pour des gens qui étaient addicts à l'héroïne, qui guérissaient la dépendance à l'héroïne avec l'acupuncture. Puis là, mais ils étaient vus comme. Tu sais, il y avait des liens Black Panthers, comme Tupac et sa famille. Fait que là, il y avait. Donc, puis là, ça a été comme attaqué pour le défaire un peu. Bon, mais Tupac, justement, était vu par certaines autorités américaines comme le Black Messiah. Puis suite aux Black Panthers, il y avait cette volonté-là parce que, bon, le gouvernement américain... Oui, le gouvernement américain a eu un Counter-Intel-Pro, que ça s'appelle, qui a eu un gros rôle dans le démantèlement des Black Panthers. Ben, ils ont continué à vouloir n'importe quel leader afro-américain non. Là, il y a eu Obama, puis fuck vous autres. Fait qu'il y a comme une espèce de... Il représente un jalon tellement important dans le leadership afro-américain. Thug Life, oui, certes, mais tellement fort, puis tellement puissant, puis tellement érudit aussi, tu sais, de respecter l'érudition de cet homme-là. Je veux dire, oui, c'est un des meilleurs raconteurs ever. Oui, puis tu sais, je veux dire, il lisait des affaires, là, tu sais, c'est comme... C'est pas pour rien qu'il a endossé le nom d'un philosophe, là, tu sais, c'est comme... Moi, à un moment donné, j'étais comme Tupac Reading List, puis là, je me promène là-dedans, puis là, je tombe sur le livre Roots de Alex Haley, qui est un récit de l'esclavage. Une grande épopée d'esclavage qui est devenue une série télé par la suite. Puis là, j'étais comme... Ben là, c'est formidable. Puis si ça n'avait pas été Tupac, je ne me serais pas rendu jusqu'à ce livre-là. Fait qu'il y a comme une espèce de... Il cristallise tellement de choses. Je pense à un essai de James Baldwin, publié en 63, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle The Fire Next Time. Bon, ben si vous nous respectez pas, auteur afro-américain, si vous nous respectez pas, il va y avoir un feu la prochaine fois. Puis moi, j'ai l'impression que Tupac, il a dit, ben, you know what? Je crisse le feu. Fait qu'il y a comme une espèce d'accomplissement de ce qui était en cours et d'annonciation de la suite dans sa pensée. Moi, j'étais... La première session, j'ai donné le cours, je suis rentré en classe, je dis à mes étudiants, bon, à un moment donné, on va parler de Biggie puis Tupac. Puis je dis, je sais que Tupac, il est respecté plus philosophiquement parce que puis Biggie, c'est juste du plaisir. En gros, je comprends. C'est juste que moi, à l'époque, j'avais du fun. Je suis pas d'accord. Ben, ouais, bon. Moi, j'écoutais du Biggie, puis j'étais comme, je suis désolé, tu sais, pour moi, c'est Biggie, puis tout ça. Puis j'avais un étudiant, je me suis dit, il était de même. Non, monsieur n'a rien compris. Puis 3 ans plus tard, j'ai flippé mon point de vue parce que Biggie, oui, c'est de l'hédonisme parfaitement détaillé, mais c'est comme si... qui parle de suicide quand même. Oui, en effet. Il parle de son struggle, tu sais, comme il a vécu même Juicy avant qu'elle sorte, tout le monde disait « Sors pas ça, c'est trop émotif, tu vas te faire démolir », tu sais, puis au final, lui, il était proche de ses émotions, puis le fait. Absolument, on est d'accord. Il y a quelque chose de très profond chez Biggie. Puis particuliirement dans l'évolution entre Ready to Die et Life After Death. Il endosse cette... Tu sais, parce que sur le premier album, il est comme... Check, moi, là, je fumais du pot. C'est la life, puis c'est plein de tunes. Puis je suis allé en prison, je veux pas retourner là. Il y a comme une espèce de... Mais effectivement, la question du suicide, moi comment je la vois, puis c'est vrai que c'est une tune vraiment importante, je peux pas le nier, mais il y a comme une espèce de... Moi, je le vois comme un suicide de son ancienne vie. Tu sais, genre une espèce de... Mon ancienne vie, là, vraiment est en train de mourir, puis je passe à d'autres choses. C'est un suicide conceptuel. Il y a quelque chose de vraiment profond dans cette chanson-là, parce qu'il renaît dans Life After Death comme quelqu'un d'autre. Il renaît, comme le King. Il est mort, tu sais. Il devient le King dans Kick in the Door, par exemple. Il redevient l'espèce de...
Wow, là, j'ai la couronne sur la tête. Tandis qu'il n'y a pas de couronne. La photo avec la couronne. Ouais, Et tout, c'était vraiment, il prenait ça comme. Ben oui, puis il rentrait dans une salle comme si c'était un mafieux, avec le suit shiny, comme c'était la mode en 96. Mais tu sais, puis là, avec la canne, puis tout le kit, puis tu sais, le chapeau, puis tout ça. Vibe proxénète. Oui, en effet. Mais tu sais, l'évolution, pour moi, Biggie, c'est vraiment dans l'évolution de sa pensée. Tandis que Tupac, c'est la cristallisation d'idées systématiques. Il y a quelque chose de systématique dans sa vision du monde. De no changes. Les choses devraient changer, mais elles ne changent pas. Voici comment les choses sont. C'est du réalisme politique. Là, je ne vais pas essayer de changer les affaires parce que c'est de même. Il devrait y avoir eu du changement. Huey Newton s'est fait assassiner. Il y a comme une vision que je ne suis pas capable, justement, pour revenir à ce qu'on disait. Je ne suis pas capable, moi, d'être aussi... d'être aussi peu naïf. Moi, j'aime penser, non, on va améliorer les choses, puis etc. Puis j'essaie de travailler dans ce sens-là, puis tout ça. Mais lui, il est comme, non, man, fuck off. C'est fou. Tu penses-tu que pour revenir au Québec, là, penses-tu que les artistes québécois sont obligés de comme partir d'ici pour devenir, mettons, internationalement reconnus, tu sais? Ben, ça dépend de ta volonté. C'est sûr que tout change dépendamment si tu rappes en anglais ou en français au Québec. Là, c'est énorme. Parce que si tu rappes en anglais, il faut que tu partes très rapidement. Là. Moi, je pense à Zach Zoya qui présentement essaie de percer à Toronto parce qu'il voit bien que le rap anglophone à Montréal, c'est tough. Même au niveau des subventions, il y a toutes sortes d'affaires que tu fais comme X, si tu veux que je fasse, que je sac mon camp. Le rap francophone, tu peux quand même, avec justement les trucs qui ont débloqué, tu peux quand même atteindre un certain niveau. Je vais prendre la phrase de la Claire ensemble. Là, tu peux atteindre le 40K là, avec du rap québécois au Québec. Après ça, si tu as des ambitions internationales, Loud est en train de le prouver, tu peux le faire. Là. C'est juste que c'est Paris. Là. Bon, fait que là, il faut que tu ailles dans l'autre sens. Le marché américain, à part Kaytranada, je vois pas vraiment qui qu'on pourrait évoquer. Mais moi, je parle plus, mettons, de l'Europe. Des gars comme Roger ou même Roy Enoch en ce moment, en France, il est comme vu comme une super vedette, bien plus qu'ici. Oui. Puis il y a de quoi de... Il y a quoi d'un peu étrange là-dedans. Là, Roger aussi, là-bas, il est vraiment big. Il a fait sa tourne avec Mr. V. Il est rendu dans NBA. C'est immense. Puis ici, puis il n'y a aucun grand média qui en a parlé. Tout, c'est étrange. Là, oui, il y a des succès comme ça. Puis là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Là, mais il y a des succès comme ça, plus big en France qu'au Québec. Ça arrive une fois de temps en temps. Puis tant mieux. Là, pas besoin de traverser l'océan pour que la musique se rende. Fait qu'il y a comme une espèce de wow, OK, ça marche, tant mieux. Mais c'est pas une... c'est le chemin classique. Puis tous les artistes, n'importe quel musicien au Québec dirait, ben oui, je veux éventuellement faire des shows à Paris, puis là, ils vont faire des petits shows dans des petits cabarets, puis il n'y a pas tant de monde que ça. Puis c'est comme recommencer le processus qu'ils ont fait au début de leur carrière, ce qui doit être quand même motivant, là, c'est-à-dire que, OK, c'est all over again, puis je peux rien prendre pour acquis, mais... moi, je me pose la question parfois avec, par exemple, la cause souverainiste qui est vraiment à terre dans le reste du Canada. Il y a comme une possibilité aussi du rap francophone qui s'en va en Saskatchewan faire un show. C'est pas impossible. Puis même, ça se produit. Il y a 10 ans, c'était Radio qui le faisait parce qu'il y avait quelque chose de tellement canadien dans leur façon de faire. Mais les rappeurs québécois peuvent le faire aussi là, aujourd'hui. Là, à la claire, je suis sûr qu'ils le font. Là, je suis pas d'assez... mais il y en a d'aller jouer à Vancouver, d'aller jouer à Ottawa. C'est ça, pour la communauté, les communautés canadiennes. Fait que le chemin parisien, évidemment, il y a bien du monde, fait que ça fait beaucoup plus d'argent. Là, mais le chemin parisien, c'est pas le seul. Je sais pas, moi, le chemin nord-africain, là, pourquoi pas, là, de penser à Sarah May qui va faire un show au Sénégal. Ah ben oui, il y a des choses comme ça qui me semblent souhaitables et possibles. Tu mets souvent des couronnes. En fait, sur la plupart de tes projets, il y a des couronnes. Je pense que c'est un symbole qui est important pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Là, sur mon livre, Philosophie du hip-hop, il y a une couronne, c'est la couronne, ce qu'on appelle la couronne Basquiat. Jean-Michel Basquiat, qui peignait la couronne dans ses graffitis, mais il l'a pas inventé pantoute. Les premiers graffiteurs, en 1971, même avant le début, entre guillemets, du hip-hop, ils faisaient des couronnes. Fait qu'il y a comme une espèce, dans le graphe, c'est super important, de prise de contrôle du territoire. Je suis le king de quoi? Je suis le king de ce coin de mur-là. Fait que, tu sais, juste de s'imposer physiquement dans le train, s'imposer sur le pont, s'imposer whatever, là, tu sais, je suis en train de prendre contrôle d'une petite chose. Fait que là, ça, c'est la première affaire. Ensuite, je suis en train de prendre contrôle dans une société qui ne veut pas me donner de place, il faut quand même le dire. C'est juste de se prétendre king quand t'es, mettons, un homme blanc privilégié. Il y a quelque chose de juste comme, ben oui, c'est ça. C'est sûr que t'es le roi. C'est facile d'être le roi. C'est ça. T'as une échelle. Exact. Fait que juste de changer...
je vais être le king même si tu veux même pas que j'existe. Ensuite de ça, Machiavel, c'est ça qu'il dit. Machiavel, c'est bon d'être le king, d'être le prince, de dominer une société. Fait que ça revient. Puis moi, la complicité, c'est qui le meilleur, c'est qui le king, c'est tellement important dans le rap parce qu'il y a cette idée de prise de contrôle d'un territoire dans une société qui donne pas de place à une communauté entière. Fait que ce symbole-là, à un moment donné, j'étais comme... Ben, puis ça, tu sais, ce symbole-là, pour moi, est important justement, des débuts du hip-hop, là, de Graffiti 70, whatever, jusqu'à 97, la mort de Tupac. 96. Fait que là, il y a comme un 20 ans que pour moi, c'est ça. Comprendre le hip-hop, c'est comprendre, ou 30 ans, c'est comprendre comment la figure du roi est venue de l'avant, puis c'est la thèse de mon livre. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on pourrait faire une ligne aussi claire. C'est-à-dire que le rap a tellement explosé, puis c'est tellement devenu un paquet d'autres affaires que faire une espèce de OK, lui, puis après ça, elle, puis après ça, lui, puis après ça, eux autres, comme je le fais dans mon premier livre, ça serait artificiel. Je suis en train de penser à ce que je vais faire pour la suite. Puis là, je suis comme, est-ce que je vais faire comme de Lauryn Hill jusqu'à Roger? Je sais pas trop. Une espèce de, je vais-tu faire un autre truc de même? Puis j'ai l'impression que ça marcherait pas parce que j'arriverais... Bon, on va dans beaucoup de sens. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça que je trouve le plus beau. Puis tu sais, mettons, moi, faire un livre entier sur Kanye West, je trouve ça intéressant parce qu'il y a Clairement. Parce que la spiritualité dans son œuvre, puis la théologie, puis la philosophie, puis tout ça se promène là-dedans. Écrire sur Big Freedia, moi, je trouve ça me tente, ça m'intéresse, etc. Le rap queer, je trouve ça... C'est comme, pour moi, c'est l'avenir. Définitivement. Fait qu'il y a comme une espèce de... d'éclatement qui se prête moins à cette figure unique-là, mais je pensais pas que ça allait être ça, c'est ça le pire. C'est que je commençais à travailler sur ces rapports-là, puis ces années-là, puis là, j'étais comme, cette figure, c'est devenu une obsession. Voyons, ah ouais, c'est ça, ah oui, c'est ça, ah c'est encore ça, ah c'est encore ça. OK, ben ça va être ça l'idée principale. Est-ce que tu penses qu'il y en a un king au Québec? Ben, quand tu remplis le Centre Bell, c'est dur de pas dire que t'es le king. Là. C'est sûr. Je veux dire, pour moi, de nier que c'est Loud le king, ça serait faudrait faire toute une entourloupe. Là. Après ça, bon, est-ce que c'est le king du street? Est-ce que c'est le king de ça? Est-ce que c'est le king de ça? OK, d'accord. Là, il y a toutes sortes de bémols à mettre, mais non, c'est lui le boss en ce moment. Là, c'est clair, c'est clair. Ben, pour terminer, as-tu des shout-outs à faire? Oui, ben toujours, Jeune Chili Chill, shout-out, parce que Jeune Chili Chill m'a fait mon éducation hip-hop. Moi, je veux dire, en 2005, il partait en fait, c'est même pas vrai. Il écrivait des raps dans sa chambre à coucher. Puis mon ami Raphaël Proulanglois faisait des beats sur son ordinateur. Puis j'ai dit, les gars, vous êtes bons, faites quelque chose. Puis Jeune Chili Chill, il m'a dit, ouais, mais viens sur scène avec moi pour être mon hype man. Nice. Fait que si c'était pas de lui, le hip-hop aurait été un phénomène très, très marginal dans ma vie, comme pour bien des gens. Fait que, bon, oui, j'ai commencé à faire son hype man. Après ça, littéralement, là, je m'assoyais chez eux. Puis il me dit, ça c'est le nouveau shit, ça c'est le nouveau shit. Fait qu'il a comme vraiment fait, comme si je comprends un peu le rap, c'est énormément grâce à lui. Fait que shout-out à lui, puis c'est tout. Nice. Ben merci beaucoup pour vrai, Jérémy. C'est tellement important ton travail. Là. C'est super gentil. Ça donne une grande crédibilité, je pense, au mouvement, puis ça va faire avancer tout ça. Merci beaucoup. Ben, merci Mathieu, au plaisir.